Sur le podcast aujourd'hui, Abby Gerba, Yeah. présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, aussi présidente, fondatrice, designers. Gazelle, Abby, bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir invité, je suis vraiment contente. Podcast numéro 100, d'ailleurs, fait que c'est un joli hasard, j'ai pas prévu ça, mais pour l'épisode numéro 100. J'aime les chiffres 100, fait que... Abby, bienvenue. Je veux qu'on commence avec la Jeune Chambre de commerce. C'est quelque chose que même moi, personnellement, je connais pas beaucoup. En fait, je t'ai connu, toi, avant de connaître la Jeune Chambre de commerce de Montréal, en toute honnêteté. Mais j'aimerais apprendre aussi beaucoup, c'est quoi les outils à l'intérieur de ça. Fais-nous un petit pitch de vente pour la Jeune Chambre de commerce. Puis aussi, comment nous, entrepreneurs, je pense que vous aidez les entrepreneurs en 18 et 40 ans de mémoire, après mes recherches de ce matin, j'aimerais voir comment on peut s'outiller là, avec ça, c'est quoi ce centre de ressources, en fait? Là, je vais faire un pitch de vente. Là, je suis pas une vendeuse, mais je pense que la Jeune Chambre de commerce, c'est un beau secret gardé de Montréal. On est là pour les entrepreneurs et pour les intrapreneurs, les professionnels. Donc, c'est 50-50, 18 à 40 ans. C'est vraiment comme un gros think tank d'idées. C'est plein de jeunes de différents univers, différents secteurs qui viennent ensemble pour se poser des questions, avoir plein d'idées puis changer le monde, en fait. Nous, on offre des formations pour devenir administrateur de compagnie, pour développer sa créativité, pour développer aussi son envie d'avoir un impact dans la société, donc changer notre organisation de l'intérieur. Puis aussi, on mène des combats en parallèle sur des sujets qui touchent les jeunes. Donner un exemple, ma prédécesseur, Céline Alou, elle avait remarqué que le régime parental, mettons, pour les femmes qui tombaient enceintes, les jeunes entrepreneurs qui tombaient enceintes, les pénalisait. Donc, elle gagnait moins d'argent. Donc, c'est une lutte qu'elle a menée. Et après beaucoup de consultations, de pression au niveau du gouvernement, le gouvernement a décidé de bonifier la prestation que les femmes recevaient parce que beaucoup de femmes entrepreneurs repoussaient leur projet d'entreprise ou repoussaient leur projet d'avoir une famille à cause de cette pénalisation-là. Donc, on mène des batailles que les jeunes, on n'a pas nécessairement une voix. Donc, la Jeune Chambre, c'est une voix pour les jeunes, membres ou non, de Montréal ou non. Et en même temps, on est là pour développer puis susciter un peu plus de leadership chez les jeunes qui, selon moi, devraient avoir plus de place dans les tables de décision. En gros. Je trouve ça vraiment incroyable. Même si on n'est pas, nous, par exemple, moi, je ne suis pas inscrit à la Jeune Chambre de commerce de Montréal, chose que je devrais faire probablement après notre épisode d'aujourd'hui. Tu peux bénéficier de nos actions, même si tu n'es pas membre. Parce exact. que nous, on est là pour représenter, en fait, une génération. On n'est pas là pour représenter uniquement nos membres. On est là pour représenter les 18 à 40 ans dans les batailles, dans les défis, puis dans les enjeux qui nous concernent, puis que personne en parle, en fait. Puis, admettons, je m'inscris. Je viens de lâcher l'école ou je sors de l'école, j'ai un projet en tête, j'ai une idée, j'ai un peu de fond derrière moi. Rien de fou, j'aimerais me lancer. C'est quoi mes outils à la Jeune Chambre de commerce? Y a-t-il quelque chose là-dedans pour moi? Outre le networking, on en reviendra là-dessus après, le réseautage en personne et tout, mais de base, est-ce qu'il y a des outils, du mentorat peut-être? Oui, toutes ces réponses-là, oui. Mais je pense que tu as nommé quelque chose, tu sors de l'école, tu es un peu sorti de cette bulle-là. Comment tu fais pour te développer? Moi, c'est comme ça que je le vois un peu. Que ça, la Jeune Chambre, tout le monde doit trouver un peu son endroit pour se développer, continuer à se développer, se nourrir. Je pense que c'est ça un peu l'idée avec la Jeune Chambre. C'est que oui, il y a le réseautage, on pourra en parler de l'importance du réseautage, mais l'idée de travailler à l'intérieur, son leadership, de travailler sa créativité, de travailler avec un mentor, travailler avec d'autres jeunes qui sont peut-être plus avancés ou moins avancés dans d'autres secteurs d'activité, c'est vraiment cette ébullition-là de, écoute, il faut que tu te développes à l'intérieur aussi. Donc, viens à la Jeune Chambre, puis choisis un peu ce que tu veux faire. Puis tu peux participer aux activités sans être membre nécessairement. L'idée, c'est vraiment juste de ramener des jeunes ensemble, puis de susciter des idées, des questionnements. Tu te sens seul des fois, tu as peut-être besoin d'aller dans un environnement avec des gens qui te ressemblent, qui vivent les mêmes problèmes, les mêmes luttes, qui ont les mêmes ambitions, parce que des fois, on ne choisit pas nécessairement notre réseau, on ne choisit pas notre famille. Puis aujourd'hui, avec Internet, avec les chambres de commerce, on a l'opportunité de changer de famille, de réseau, avec des gens qui comprennent puis qui ont les mêmes ambitions, sinon plus d'ambition que nous. Donc, je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est de choisir sa famille avec des gens qui nous ressemblent puis qui vivent les mêmes choses pour nous stimuler. Fait que vous avez des activités de groupe, vous avez des sessions où on peut faire du partage d'idées, des partages de défis où on peut nous, s'entraider. Chaque année, on a plusieurs activités, dont une qui s'appelle la Gramme, qui est comme un gros think tank de genre, on met plein de choses sur la table puis qu'on essaie de changer le monde puis de juste réfléchir à des problématiques puis trouver des solutions parce que les jeunes... Tu sais, la Jeune Chambre a été créée il y a 90 ans parce qu'il y avait des enjeux dans la société. Fait ouais, elle n'est pas si jeune que ça. Il y avait des enjeux dans la société, puis les jeunes avaient une perception, une vision du futur différente, puis des idées, mais personne ne les écoutait.
Aujourd'hui, on a des enjeux dans la société, dans nos entreprises, puis peut-être, justement, il y a encore ce besoin-là d'être entre nous pour trouver des solutions. Fait que c'est un peu ça l'idée. Je pense que c'est juste un endroit créatif. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est un endroit créatif. Tu arrives là-bas, pas nécessairement avec des grandes attentes, puis tu te laisses, tu t'ouvres aux opportunités, puis aux gens, puis tu te laisses charmer. Je trouve ça... Je vais arrêter sur quelque chose de vraiment fort que tu as dit, parce que l'entourage en entrepreneuriat, c'est extrêmement, extrêmement important, très puissant, comme dans tout dans la vie, là. Mais il y a beaucoup de solitude en entrepreneuriat, donc tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance d'être entouré de parents entrepreneurs, de cousins, de frères, d'amis entrepreneurs. Moi, c'était mon cas, par exemple. J'avais personne autour de moi qui était entrepreneur. Mes parents, loin du compte, même chose avec mes amis. Donc, j'ai comme, à l'intérieur de mon cercle de vie, j'ai été le premier entrepreneur, puis j'ai su trouver mentorat à travers des podcasts américains comme School of Greatness, puis Impact Theory, puis une couple de trucs comme ça. Puis c'est un peu la prémisse de mon podcast où j'ai commencé ça en me disant, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en affaires, qui sont seules, qui ne sont pas entourées. Donc si mon podcast peut servir d'appui spirituel un peu à n'importe qui, tant mieux. Tu sais, je veux dire, tu te lances en affaires, tu peux faire des erreurs rapidement, ça peut être des erreurs qui sont coûteuses. Tu sais, je disais l'autre fois sur un podcast, tu n'as pas besoin de te faire frapper par une auto pour savoir que ça fait mal. C'est la même chose en affaires. Oui, mais c'est juste arrêter là. Mettons, tu as parlé de... Tu fais un podcast. Il y a souvent des gens qui t'écoutent, qui ont développé un peu un attachement avec toi, puis que des fois, ils ont envie de te poser une question, mais ils peuvent pas, c'est virtuel. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut, oui, se développer par un podcast, par des conférences, mais cet accès-là est limité, elle s'arrête. Ah, 100%. Oui, 100%. Puis je pense que l'humain, le fait de rencontrer des vrais humains fait que, justement, la prochaine question, tu peux la poser. Puis c'est ça la différence entre écouter un podcast puis rencontrer des gens dans la vraie vie. Moi, Julien, j'ai accès à toi, c'est pas tout le monde qui a accès à toi. Fait que moi, quand les caméras s'éteignent, je peux continuer de te poser une question. Puis toi, comment t'as vécu ça? Puis il y a des choses peut-être que tu peux pas dire sur ton podcast, que t'aimerais dire, ou que tu vis chez toi, puis tu pourrais jamais dire dans un micro. Donc, c'est ce côté humain-là que je dirais que l'importance des connexions humaines, de changer d'air, de changer de réseau, puis aller se rapprocher des gens qui vivent les mêmes choses que toi, c'est... Si tu l'as pas testé, tu peux pas comprendre à quel point ça te manque. C'est très bon. C'est très bon qu'est-ce que tu dis, parce que c'est tellement vrai que, tu sais, le podcast, c'est bien, puis... mais c'est quand même unidirectionnel dans qu'est-ce que c'est réellement. Tu sais, j'ouvre pas une conversation nécessairement avec l'audience. J'invite des invités où je suis solo, puis je parle de sujets qui, oui, aident beaucoup, tu sais, plusieurs personnes. J'en reçois beaucoup de messages. Puis il y en a qui m'écrivent des questions sur Instagram, parce que, bien sûr, mon Instagram est ouvert pour ça, puis je prends plaisir à répondre à tout le monde, mais c'est jamais une longue conversation. Ça va toujours être 1 ou 2 questions maximum. Je fais pas beaucoup d'événements live, j'ai eu la chance d'en faire cet été, mais peut-être je pourrais me joindre éventuellement à un événement de la Jeune Chambre de commerce où je pourrais échanger. On pourrait inviter mon audience. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais je trouve ça vraiment puissant. Puis d'ailleurs, parlons-en de réseautage en personne. Je viens de la Gaspésie, je viens de Percé, j'ai pas été introduit à ça dès un jeune âge. J'ai commencé en entrepreneuriat, j'avais 24 ans, puis ça a été tout de suite une business en ligne et tout. Fait que moi, j'ai jamais vraiment fait de réseautage en personne, outre des événements qu'on faisait dans le fitness et tout. Mais quand je parle de réseautage d'affaires, ça, j'en ai jamais fait. J'ai jamais fait un événement. Fait que toi, je sais que depuis longtemps, t'es dans le domaine. As-tu des conseils pour nous, peut-être des points de départ? Clairement, la Jeune Chambre de commerce, c'en est un, là. Mais juste, peut-être je reviendrai à mon background à moi. Mes parents, ils ont immigré ici. Ma mère est 18e d'une famille de 19 enfants. C'était la seule femme dans sa famille à aller à l'école. T'étais 19? Ouais. Ma mère était 12, j'étais comme, je comprends pas. T'étais à 19, t'es comme... Mon père était journaliste, puis il a gagné une bourse pour venir étudier ici au Canada, au Québec. Puis c'était une bourse qui était tirée dans tout le Cameroun. Donc, c'était lui le gagnant. Donc, ils sont venus ici. Il y avait combien d'enfants à ce moment-là? 1. OK. Mais mon grand frère, il restait au Cameroun parce qu'il n'avait pas les moyens de l'amener. Fait que le but, c'était de retourner, mais finalement, ils sont restés. Puis ils sont restés parce qu'ils ont vu des opportunités, puis ils ont décidé de se lancer en affaires. Et ils ont eu la chance de commencer par l'école, donc à ouvrir leur réseau. Puis rapidement, quand ils nous ont eu... Très jeunes, ils nous ont fait comprendre l'importance de sortir de sa communauté, de diversifier son réseau pour comprendre sa société, avoir accès à des nouvelles opportunités, puis juste ouvrir son esprit. Parce que c'est sûr que ce soit immigrant ou non, tu vas toujours aller vers des gens qui te ressemblent. Ça te fait du bien, tu te sens en sécurité, tu te sens pas jugé. Puis l'inconfort que c'est de sortir, oui, c'est inconfortable, mais après, ton esprit s'ouvre, tu penses à des choses que tu n'aurais jamais pensé. Tu vois des choses que tu pensais que c'était impossible, finalement, elles deviennent possibles parce que la personne à côté de toi, elle t'explique comment elle a fait. Puis finalement, c'est super simple. Donc oui, nous, très jeunes, on a
commencé le réseautage, parce que mes parents, quand j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, puis ils me forçaient à les accompagner dans des événements, puis je ne dis pas que c'était agréable. Moi, pour moi, c'était pas agréable parce que je comprenais pas pourquoi. Il fallait être là, sourire, prendre un verre, tenir un verre dans ses mains, puis genre, c'était quelque chose de très froid. Et puis je pense que les gens qui aiment pas le réseautage, c'est parce qu'ils ont cette perception-là qu'on va dans une pièce, puis on fait du small talk, puis ça sert à rien. Jusqu'à ce que tu rencontres une personne. Moi, ma mère, elle a rencontré son premier client comme ça, grand client comme ça. Puis elle était comme, tu sais, au début, tu sors de l'école, tout le monde te dit, fais du réseautage. Mais c'est quoi? Parce que c'est le pouvoir du réseau, c'est le pouvoir de rencontrer quelqu'un qui n'est pas dans ton cercle, qui te fait découvrir une opportunité, quelque chose que tu n'aurais jamais pensé. Au fur et à mesure, c'est devenu confortable. Au fur et à mesure, j'ai compris. Puis au fur et à mesure, les contacts sont devenus des relations. Puis je pense que c'est ça que moi, le message que j'essaie de faire passer aux jeunes, c'est que va dans un événement sans attendre. Parce que pour qu'un contact se transforme en relation, ça prend du temps. Là. Moi, j'arrive pas à un événement, je dis Julien, aide-moi pour m'accompagner, puis Julien, il va prendre tout son temps, puis il va venir s'asseoir. Non. On se parle, on essaie d'avoir des relations naturelles, des fits naturels. Ça aussi, je pense que les erreurs que les gens font au début, c'est qu'aller dans un événement, puis se forcer à donner des cartes, puis trouver des fits qui fonctionnent pas. C'est s'ouvrir sans attendre, puis juste laisser la vie faire son chemin, puis apprécier tranquillement à ouvrir son réseau, aller voir, rencontrer d'autres personnes, à voir ce qui se fait dans d'autres industries, puis s'inspirer. Tu parlais de ton entourage, c'est toujours la même chose, règle générale. Par défaut, on va voir des personnes qui nous ressemblent beaucoup. Puis là, tu parlais de ça, puis je me suis jamais même posé la question par rapport à ça. Tu parlais de ça, puis je filtrais tout mon entourage, j'étais comme, tabarouette, tout le monde est pareil. On a tous à peu près le même âge. Tu sais, on fait tous à peu près les mêmes revenus, on fait tous un peu... Tu sais, comme... Danger. Tu viens de m'ouvrir les yeux là-dessus où j'ai un très bon entourage, surtout au niveau des affaires, mais tu nous mettrais tous dans une pièce, puis ce serait comme pas mal toutes la même personne, tu sais. Mais il y a un danger, là. Moi, je pense en tout cas qu'il y a un danger. Mais je suis pas fermé à l'idée de rencontrer. Je pense juste que, au contraire, je suis super ouvert. Je pense juste que je me mets pas dans une position où ça peut arriver tant que ça, tu comprends? Ben oui, ça se fait pas, je veux dire... Mais j'aime ton idée d'être à la recherche de ça. Je pense pas qu'il y ait personne qui se dit, moi, là, j'aime ça que tout le monde me ressemble, puis non, c'est juste par défaut. C'est juste que par défaut, tu t'en rends pas compte, puis tu vois pas nécessairement la plus-value de rajouter du monde différent, qui te ressemble pas, puis qui te challenge sur des affaires qui n'ont pas les mêmes valeurs. Te faire challenger, ça fait des carences, en fait. Quand tout le monde a le même âge, tout le monde a les mêmes rêves, les mêmes ambitions, a fait les mêmes choses, a la même voiture, se ressemble, il y a des carences. Avoir des gens dans ton réseau qui rêvent plus gros que toi. Il y a quelque chose que ça fait à l'intérieur de toi. Ça se peut que tu n'as pas les mêmes ambitions qu'eux, mais ça se peut que tu viennes allumer quelque chose, tu ne savais même pas que ça existait. Avoir quelqu'un dans ton réseau qui a fait des plus grandes choses, ou qui a juste fait des affaires différemment, ou qui est dans une autre industrie, ou qui a un autre âge, ça fait juste te challenger à chaque fois, soit pour te conforter dans « je suis bien là où je suis, puis je fais des bonnes choses », soit pour te challenger, pour dire « j'avais jamais pensé à ça ». Fait que je pense que si tout le monde autour de toi te ressemble, t'as une carence quelque part, là, puis t'es juste pas au courant à quel point... Je vais pas aller trop négatif puis dire genre comme, tu sais, qu'est-ce que tu manques, mais je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose que tu gagnerais en tout cas de diversifier un peu les gens autour de toi. Oui, 100%. Il n'y a aucune connotation négative à faire ça. Puis tu sais, tu as dit quelque chose de rêver. Il y a du monde autour de toi qui rêve plus grand. Ça te permet d'ouvrir tes horizons sur autre chose. Puis voir qu'il y a des plus grandes choses que tu peux imaginer qui existent réellement. Moi, c'est drôle parce que je viens de la Gaspésie. J'avais jamais vu de monde riche avant que j'arrive en ville. Fait que tu sais, pendant les 17 premières années de ma vie, j'avais jamais vu de monde riche. Puis ça, c'est impossible. C'est quand même spécial. C'est pas que c'est impossible, mais tu sais, je le vois, la différence de mindset, admettons, entre des personnes qui n'ont pas été exposées à ça, puis des gens qui ont grandi dans des écoles privées où papa, maman débarquaient en Ferrari, venir faire un lift la fin de semaine et tout. Moi, quand tu viens de la Gaspésie, un Ferrari puis un Lambo, t'as jamais vu ça de ta vie. T'en verras juste jamais parce qu'il y en a pas qui se rendent là. Il n'y a pas personne qui descend à percer en Ferrari. C'est vraiment une mauvaise idée. Si vous en avez une, faites pas ça. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis tu sais, encore une fois, si mon podcast peut servir justement d'outil aux gens pour s'ouvrir les yeux sur le fait que tout est possible, puis peu importe d'où tu viens. Puis... Ben tu sais, tu parlais de la Ferrari. C'est dur de rêver d'avoir une Ferrari si tu n'en as jamais vu. Exact. J'ai dû donner un exemple vraiment banal, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que pour acheter une maison, il faut payer 100%. Ils ne savent pas que tu peux mettre 5%.
Pour quelqu'un qui a acheté une maison puis qui a mis 5 c'est une évidence. Entre économiser 5 puis 100 là, c'est pas du tout la même chose. Fait qu'il y a des gens pour qui ils savent pas que c'est possible. Fait que pour eux, avoir une maison, c'est inaccessible. Puis c'est ça pour moi, des fois, des exemples comme ça, banals dans le monde des affaires, c'est toi, tu marches toute seule dans ta compagnie. Tu n'as même pas connaissance de toutes les choses qui sont accessibles parce que toi, tu continues toute seule, tu checkes sur Internet, mais quand tu écoutes un podcast, tu checkes sur Internet, tu es encore là limité à ce que tu penses qu'il existe. Tu peux pas savoir. Moi, quand je vais à ma boutique, parce que je suis aussi entrepreneur, je suis pas juste présidente. T'as pas parlé des gazelles, d'ailleurs? Je suis pas juste présidente de la Jeune Chambre, mais quand je vais à ma boutique... Fais-nous un topo de 30 secondes là-dessus sur qu'est-ce que vous faites. Donc, chez Gazelle, on est une entreprise qui confectionne des garde-robes sur mesure pour des exécutifs, donc pour les femmes d'affaires. Donc, on fait du sur-mesure. Donc, on a un atelier, puis on développe de A à Z, puis on livre des garde-robes pour les femmes d'affaires. Donc, moi, mon rêve, c'est d'avoir une boutique. Mais une boutique, là, une belle boutique, c'est cher, là, rénover une boutique. Puis, je connaissais quelqu'un dans le domaine bancaire, puis qui m'a dit, mais sais-tu qu'il y a des prêts pour des améliorations locatives garantis par le gouvernement? Ah, ouais, non, je savais pas ça. J'allais faire mes recherches. Oh mon Dieu, le gouvernement garantit des prêts pour rénover. Tu sais, fait que c'est des choses comme ça que toi, toute seule, sur ton Internet, jamais tu aurais nécessairement écrit prêt garanti par le gouvernement pour rénover ma boutique, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu ça, un peu avoir un réseau qui est multisectoriel, c'est qu'il y a des gens, un avocat, un banquier, peu importe, quelqu'un qui a une crèmerie, peu importe, ça peut t'amener quelque chose que tu n'aurais jamais pensé. Ouais. Puis, surtout ne pas se gêner à poser la question à quelqu'un pour des références dans un autre domaine, puis d'essayer de connecter des domaines ensemble. Tu sais, ma blonde et moi, actuelle, ma fiancée, moi, devrais-je dire, parce qu'elles sont pas contentes. On cherche des venues pour faire notre mariage. Fait que, tu sais, OK, c'est quoi la meilleure façon d'avoir des références? Ben, on visite une place qui font des mariages. À partir de là, je demande une référence pour quelqu'un qui organise des mariages. Puis après ça, j'appelle la personne qui organise des mariages pour là demander des références pour des endroits où faire. Fait que, tu sais, c'est tout le temps d'essayer de demander une référence de quelqu'un qui pourrait potentiellement répondre à la prochaine question. Fait que, tu sais, je pense que quand tu fais ça dans tous les domaines, et toi et moi, on a fait quelque chose de similaire qui, je crois, nous a beaucoup ouvert les yeux. Je vois le point d'interrogation autour de ta tête, là, tu te demandes de quoi je parle. Les deux, on a géré une construction sans avoir d'entrepreneur général. Sans avoir de connaissances. Ben, toi, tu es encore en cours en ce moment. Moi, je l'ai fait pour mon laboratoire. Je trouvais que l'entrepreneur général, c'était complètement hors de prix puis c'était trop cher pour qu'est-ce que c'était. Dans qu'est-ce que j'essayais d'accomplir. Là. Puis j'avais pas beaucoup d'argent à ce moment-là, fait que j'avais comme pas le choix d'essayer de le faire moi-même puis de sauver. Puis je me suis rendu compte du pouvoir de juste demander une question puis une référence à quelqu'un d'autre. Ben, quand tu demandes une référence, tu te rends compte à quel point les gens, sincèrement, profondément, ils veulent t'aider. 100%. Puis c'est ça, avoir un réseau, puis qui se multiplie, c'est parce que si je te demande un aide, tu connais-tu quelqu'un? Si tu connais, ça prend 2 secondes pour me le référer. Ouais. Si tu connais pas, tu peux m'aider, mais ça se peut que je peux juste demander à quelqu'un d'autre. Puis c'est ça, c'est demander à quelqu'un, puis se rendre compte à quel point le monde veut sincèrement t'aider, puis que t'es pas tout seul, puis t'as pas besoin de continuer ton chemin toute seule. C'est un peu ça. 100%. T'es pas toute seule. C'est tellement sous-estimé de juste demander une référence tout le temps. Surtout quand tu as une bonne relation avec quelqu'un. Oui. C'est ça que la relation, c'est primordial avant de demander quelque chose. Absolument. Ben oui, relation. Ben oui. Mais je dis ça parce que des fois, justement, le monde, il commence à réseauter, puis direct, il demande quelque chose. Ah, allô, ça va, Julien, j'écoute tes podcasts, peux-tu... Wow! Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est quand même... C'est pas pour toi, mais pour moi, ça serait agressant de, genre, directement aller vers une demande, tu sais. Peu importe la demande, dans le sens que laissons la connexion humaine se prendre, puis après, tu vas te rendre compte que la personne devant toi, elle va vouloir t'aider, mais juste une étape à la fois. Puis moi, j'ai commencé à ne plus aimer le réseautage quand je me concentrais trop sur qu'est-ce que je voulais en gagner, qu'est-ce que je voulais gagner de cet événement, de ce gala. J'ai commencé à y aller juste en me disant, tu sais quoi, je vais y aller pour avoir du plaisir, j'ai aucune attente, je ne veux rencontrer personne, je m'assois, puis naturellement, il y a du monde avec qui ça connecte, puis je me rends compte, les plus belles rencontres que j'ai faites, c'est comme ça. Sinon, c'est plus. On est tellement différents à ce niveau-là, puis ta façon de faire est excellente, puis la mienne me va bien, mais tu sais, moi, je suis vraiment comme... Je suis tout en train de faire des calculs d'équité sur mon temps, à savoir, OK, ben voici combien que je gagne de l'heure si je vais là-bas, puis je fais pas au moins ça en rendement. J'ai écouté des podcasts, puis je sais que tu calcules tout, mais il y a quelque chose d'intangible
dans une relation qui va être dure à calculer. Ah, faut pas me vendre l'idée. Non, Pour moi, c'est juste hyper te le dire important. parce que je sais que quelqu'un va se dire, puis quand on se lance en affaires, le temps est précieux, l'argent est précieux. 100%. Puis c'est sûr qu'on va se demander, qu'est-ce que je gagne d'aller à un événement? Je pense que c'est le mauvais réflexe, la mauvaise réflexion. Je pense juste que il faut, si je suis consciente qu'éventuellement je peux gagner quelque chose avec une connexion, que tu te dises, je consacre tant de pourcentage de mon temps à ouvrir mon esprit à des rencontres. Puis ça, peu importe la forme. Ça peut être aller jouer au golf, peu importe. Je consacre tant de pourcentage de mon temps à connecter avec d'autres personnes juste pour ne pas tomber dans le piège de m'isoler. C'est plus ça qu'il faut voir et non pas qu'est-ce que je peux gagner à aller dans un gala. Parce que honnêtement, si tu y vas, tu vas aller dans un gala, tu n'auras fait aucune connexion personne, tu vas plus vouloir retourner. Ouais. C'est pas ça, c'est juste, moi, je vais investir 2 heures de mon temps ce mois-ci à juste m'ouvrir et écouter ce qui se passe autour de moi. Un peu comme faire de l'épargne sur ton temps, dire, OK, ben moi, 4% de mon temps, là, ça s'en va en événement de réseautage en personne. C'est une bonne façon de le faire. Surtout pour quelqu'un comme moi qui est vraiment occupé. Ça, puis peut-être qu'il ne faut plus appeler ça réseautage. Peut-être juste dire, écoute, 4% de mon temps s'en va en connexion humaine. Là. C'est bon, on change de mots, ça change l'intention derrière. Non, je suis d'accord. L'énergie, tu sais, réseautage, c'est comme non, c'est juste comme... Réseautage, ça sonne vraiment lancer des cartes d'affaires dans une foule. Là, vraiment. Oui, moi, j'en donne pas de cartes d'affaires. Puis honnêtement, j'en ai même pas. C'est ça. Fait que, moi, je pense qu'il faut le voir plus comme quel pourcentage de temps tu es prêt à mettre pour ouvrir ton esprit à des nouvelles opportunités. Ouais. C'est drôle, t'as pas de carte d'affaires. Moi non plus, j'arrive d'un trade show à Vegas il y a pas longtemps, puis à chaque fois que je me présentais un booth, parce qu'on faisait de la recherche d'ingrédients puis de machinerie, puis tout le monde me disait « Peux-tu me donner ta carte? » Puis j'étais tout le temps « Je l'ai oublié à l'hôtel, j'en ai pas. » Là, j'étais comme « Prends mon numéro, là, je le textais tout de suite. » Puis tu sais, tant que, je veux dire, elle me sert à rien. Là. Moi, j'ai arrêté, j'en ai, ils sont dans une boîte quelque part, là, j'en ai, c'est juste que j'ai arrêté d'en donner, parce que quand tu te consacres à bâtir des relations, si j'ai vraiment connecté avec toi, Julie, je vais te retrouver, puis on va se continuer à se parler. Oh, 100%, puis on va exact. se donner notre numéro de téléphone, Vraiment. puis on va se texter, puis tu n'as pas besoin d'avoir ma carte puis mon email, puis tu m'envoies bonjour, heureuse d'avoir... Non, ça n'a pas rapport. Ouais. Ça change. Parce que moi, j'ai arrêté de faire ça, puis si quelqu'un fait ça, ben, bonne chance. Mais le pouvoir de la relation, j'y crois tout comme toi. Là, se concentrer sur la relation. Ouais. Tu vas dans un événement, cherche pas des cartes ou un client, cherche une connexion sincère avec une personne à ta table avec qui c'est simple. Puis c'est tout. Puis ce que Abby dit en ce moment, guys, s'il vous plaît, là, avec vos clients puis vos fournisseurs, c'est la même chose. C'est une relation humaine avant toute chose. Puis une fois que la relation humaine est en place, qu'il y a une vraie connexion, c'est beaucoup plus facile ensuite de faire de la business. Mais oui. Oh, mes meilleurs deals, là, je les ai faits dans des parties avec des clients, des voyages d'affaires avec des fournisseurs, des soirées, des journées en bateau, des name it. Tout sauf une séquence de emails. Tu sais, je veux dire, ça s'est toujours fait à l'extérieur de ça. Et on parle de relations humaines. Je prends 2 secondes. Guys, si vous aimez le podcast, là, c'est gratuit. Je fais pas de pub pour que vous ayez une excellente expérience d'écoute. Que je vous casse pas le podcast à tous les 3 minutes avec des pubs de matelas. Donc, s'il vous plaît, ma seule demande, 17 secondes de votre temps. Si vous êtes sur Balados, on descend au premier épisode, on met 5 étoiles, un commentaire écrit. Spotify, en dessous de l'image de mon podcast, il y a des étoiles. Mettez-en 5. Partagez sur Instagram, c'est ma seule demande. Le podcast est gratuit, il va continuer de l'être. Mais s'il vous plaît, donnez-moi un pourboire. C'est la seule chose que je vous demande. C'est un petit peu de votre temps pour mettre un 5 étoiles. Je croise quelqu'un à l'île Sonic l'autre fois. Il a écouté 53 épisodes du podcast. C'est malade ton podcast, man. C'est un bon ami en commun. Puis je te laisse un 5 étoiles. Puis comme, non, j'oublie tout le temps. Mais non, s'il te plaît. C'est la moindre des choses, guys. Abby, t'es allé sur une émission avec. En fait, t'as été invité à l'émission à Marie-Lou, Illusion. Non, excuse, pas ça. Ça s'appelle... On parlait d'illusion. Ma note, c'était illusion. J'étais comme, c'est le titre de l'émission? Okay. Attends, on parlait de... J'ai un blanc. Le nom de l'émission, c'est sur tout.tv, mais mon épisode, c'était sur l'illusion. Exact. Excuse-moi. Pour moi, je mets plus de détails sur mes notes. Parce que même là, j'ai pris une note tantôt sur qu'est-ce qu'on disait. J'ai marqué relation. Puis je me te rappelles plus c'est quoi, hein? Exact. Anyway. Il faudrait que je poste une photo de mes notes pour vous montrer à quel point c'est ridicule. À quel point c'est vide, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose. C'est que des mots. OK, c'est ça. Puis j'ai fait une conférence cet été, puis ça allait bien avec juste des mots, mais dans une conversation, on dirait qu'il faut que je recule dans mon... C'est compliqué. Anyway, on parlait de l'illusion, pas du succès en affaires, mais de toute la glorification de l'entrepreneuriat. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment j'ai un problème avec ça, moi. C'est la mission de mon podcast, en fait, de montrer les derrière de la scène, la réalité entrepreneuriale et tout. Parle-moi de ça, ton passage à l'émission qu'on peut voir d'ailleurs sur tout.tv, mais 1 ou 2 points critiques qui sont importants que tu aimerais partager avec tout le monde?
de un, moi qui m'ont approché, j'étais vraiment contente parce que j'aime péter des bulles un peu. Parce qu'il y a vraiment une glorification de l'entrepreneur. Puis c'est cool. Puis il y a du monde qui sont juste comme à la recherche de l'idée. Puis c'est comme parce qu'il faut devenir entrepreneur pour réussir dans la vie, sinon tu fais rien. Ou YouTuber pour les jeunes. Tu rentres dans une classe primaire là, à l'heure actuelle. Hey, t'as à peu près mon âge, toi, de mémoire? 31. Oui, j'ai 32. Tu rentrais dans une classe au primaire à mon âge, tu demandais à tout le monde qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie. C'était genre, moi, je veux être pompier, je veux être joueur de hockey, je veux être ingénieur. Tu rentres à l'heure actuelle, c'est comme, moi, je veux être populaire sur les médias sociaux, je veux faire du YouTube, je veux faire du TikTok, je veux être entrepreneur. Tout le monde veut être riche et famous. Oui, mais en tout respect pour les YouTubers, je pense que chaque génération a son trip. Puis peu importe ton trip, c'est pas si facile. Attends, c'était quoi le trip de notre génération? Ben, parce que ça devient pas mal entrepreneur, là, vraiment, là. Mais je veux dire, parce qu'on pourrait revenir aux YouTubers, mais c'est pas si facile non plus de développer du contenu puis bâtir une audience. Absolument rester pas, absolument relevant pas. quand Mais tout à le quel monde... point tout change. Mais justement, quand tout le monde veut le faire, ceux qui réussissent à sortir du lot, c'est encore plus impressionnant. Mais moi, j'avais un peu une frustration avec tout le monde qui me dit « Moi, je vais me lancer en affaires. » Ah oui, pourquoi? Ah, parce que c'est cool ou parce que je veux plus avoir de boss. Des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'associations à la liberté. Encore là, la liberté, ça dépend c'est quoi ta définition de la liberté. Mais, tu sais, moi, mes parents étaient en affaires. J'ai vu c'était quoi. Puis j'ai surtout compris que te lancer en affaires, partir sur l'entreprise, c'est aimer toucher à tout. Moi, je suis dans le domaine de la mode. Si je voulais juste dessiner, je serais vraiment malheureuse. Puis la première question que je pose aux gens, « Ah oui, pourquoi tu te lances en affaires? » Si c'est parce que j'ai une telle passion puis je veux faire ça, ben écoute, là, ça se peut que tu sois pas bien, là, parce que je suis sûre qu'il y a des entreprises qui seraient heureux d'avoir une personne qui fait juste ça puis qui est 100% passionnée. Moi, un jour, c'est du marketing, un jour, c'est ça, comptable. Et moi, j'adore toucher à tout. Mais si c'était juste parce que j'aimais dessiner puis faire des vêtements, c'est 90% de mon temps, c'est de la gestion, là. Fait que si c'est juste dessiner puis faire des vêtements, pars pas ta compagnie de mode, là, puis va travailler pour une entreprise, puis tu sois designer, chef designer, puis tu vas être heureuse. Fait qu'il y avait un peu ce pétage de bulle de juste comme, ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que c'est pas juste te concentrer sur une chose, parce que les premières années, là, tu vas te faire tout. Puis 53% des entreprises au Québec ont moins de 5 employés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui travaille très fort, très, très, très fort. Puis l'entrepreneur, peut-être travaille pour 5-10 personnes à lui seul. Fait qu'il y avait toute cette illusion-là que je pense qu'elle aussi, Marie-Lou, voulait un peu briser. Puis comprendre un peu les coulisses, comprendre un peu la surprise que j'ai eue, justement, c'était quoi les surprises? Moi, j'avais dit, justement, durant l'émission, que la vitesse du milieu des affaires, je m'y attendais pas. La vitesse à laquelle tout va, puis à laquelle, justement, la survie, la compétition est tout le temps là derrière comme breathing out your neck. Comme tout va vite, il faut que tu cours. Le rythme est très rapide, puis je m'attendais pas à ça. Donc, on avait parlé de plusieurs choses, mais je trouvais important, puis c'est pour ça que les podcasts comme ça, je trouve ça important, ce que tu fais, toi, parce que tu donnes un peu une idée des coulisses. Puis moi, le conseil que je donne toujours aux gens qui pensent à lancer en affaires, c'est parler à un entrepreneur, mais lui poser les vraies questions. Tu te lèves à quelle heure? Tu te couches à quelle heure? T'es-tu stressé? T'es-tu de bonne humeur? Ta vie personnelle, elle va-tu bien? Toi, tu vas bien? Et non pas, ah, c'est cool, tu voyages 5 fois par année. C'est cool. Moi aussi, j'aimerais faire ça. Ah, ta voiture? OK. Moi, mon ami aussi, il a une voiture comme toi, il est entrepreneur. Je veux devenir entrepreneur, moi aussi. C'est des affaires tellement comme par rapport que je me dis, pose des vraies questions si tu veux te lancer en affaires, puis fais-toi pas ça de te lancer en affaires juste parce que le petit entrepreneur, tu le trouves sexy. Là. Wow! Abby, ta séquence de questions est complètement incroyable. J'ai envie de les noter puis de dire à tout le monde de mettre ça sur pause, de noter ces questions-là puis de se les poser aussi. Puis tu sais, l'autre fois, il y a quelqu'un qui me parlait quelqu'un assez proche de moi me parlait d'un projet d'affaires qu'elle avait en tête. Puis j'étais comme, la première question que tu devrais te poser, c'est si, en ce moment, tu étais déjà financièrement à l'aise dans ta vie, si je te donnais 500 000 par année, par exemple, est-ce que tu ferais quand même ce projet-là? Dans le sens que si ça part pas de passion, c'est pas quelque chose qui te parle réellement, tu te rendras jamais où tu veux, peu importe c'est quoi ta définition du succès, dans le sens que... Tellement, puis tu sais, on le dit souvent, il faut que ça parte de la passion, puis tout, puis des fois, c'est pas très imagé, c'est pas clair le pourquoi, mais parce que c'est dur, ça fait mal, ça te demande beaucoup de ton énergie. Fait que si, pour de vrai, au fond de toi, il y a quelque chose qui vient pas te chercher, c'est sûr, tu sais, il faut que ça parte de la passion, on va pas abandonner. Pourquoi le monde dit ça? Parce que tout le monde abandonne, parce que c'est dur. Ouais. Fait que oui, la passion, c'est parce qu'il va falloir que tu ailles chercher quelque chose de plus profond
que tu penses pour pouvoir continuer le matin à te lever? Là? Je trouve que la plupart du monde qui réussissent en affaires sont souvent tombés dans leur domaine par défaut parce que justement, il y avait une passion. Ils faisaient quoi? Tu sais, je te donne un exemple. Je vais prendre moi comme exemple. Je suis tombé dans l'industrie des suppléments un peu par défaut parce que j'étais un gym rat. Puis là, j'étais devenu full en shape, puis je tripais sur l'alimentation. Puis à partir de là, j'ai eu un sponsorship avec une compagnie de suppléments. Puis à partir de ce sponsorship-là, ils m'ont proposé, ça te tente de faire ton premier produit ensemble, on ferait une espèce de co-partnership. C'est comme ça que je suis tombé dans l'industrie des suppléments. Pour moi, avoir une marque de suppléments, c'était impossible à cette époque-là. Je veux dire, je me suis jamais même posé la question à savoir, je me lance-tu dans une marque de suppléments? Ça m'est arrivé comme ça par défaut, parce que je faisais des trucs de passion, puis je rencontrais du monde, puis je lançais des lignes à gauche, à droite, à l'eau, puis une fois de temps en temps, ça mordait, puis je développais une relation, puis boum, là, je deviens ambassadeur pour une marque, puis on me propose quelque chose. Mais je me suis rendu là par défaut. Gazelle, tu as commencé ça, tu dessinais chez toi. C'est drôle quoi parce que moi, justement, le trip entrepreneurial, je ne l'ai pas eu parce que mes parents sont lancés en affaires. T'sais, première génération d'immigrants, ça a été dur. Fait que moi, en tant qu'enfant, de voir mes parents souffrir parce que c'était tough les regarder, pour moi, là, se lancer en affaires, déjà, le terme entrepreneur n'existait pas. Expliquer à quelqu'un que tes parents avaient une compagnie, là, au secondaire, là, c'était comme mon père. Le poste de tes parents, c'était en un mot. Médecin, docteur, chauffeur. Fait que, mes parents ont des compagnies, puis c'était comme, ça avait l'air full mafieux, parce que entrepreneur, ça n'existait pas. Chef d'entreprise n'existait pas. Puis moi, en tant qu'enfant, je voyais les coulisses, la difficulté d'en dire. J'étais comme, en fait, tous les jours, ils sont en train de régler des problèmes. C'est quoi le fun? C'est quoi tu veux t'auto-flageller, te faire mal comme ça? Puis eux, ils avaient une passion, une vision, puis après des années, ils ont eu leur plus gros contrat. Ils étaient tellement contents. Puis j'ai vu les montagnes russes, puis moi, ça me turnait off, là. Donc, j'ai jamais rêvé d'avoir mon entreprise. C'était vraiment pas ça mon rêve. La mode, toujours, je gazais, j'en parle depuis que j'ai 10 ans, de faire des vêtements pour des femmes. Puis ma mère, vu qu'elle était en affaires, elle était un peu spéciale. Elle a enregistré le nom Gazelle, j'avais 11 ans. Là. Moi, j'étais jamais mon rêve, mais elle était comme, OK, il faut que j'enregistre. J'étais passionnée par les vêtements, j'étais passionnée par les femmes fortes que je rencontrais tous les jours. Puis qui étaient stressés parce qu'ils ne savaient pas comment s'habiller, parce qu'on scrutait leur image, puis ça leur donnait un stress immense. Puis j'allais travailler avec mes parents, puis j'ai développé un amour pour la gestion. C'est ça qui a comme un peu fait le déclic, parce qu'après, j'ai uni la mode, les femmes et la gestion ensemble, mais sans l'aspect gestion, l'entrepreneuriat, là, c'était zéro mon truc, parce que ça reste, peu importe ton industrie, peu importe ce que tu fais, c'est principalement de la gestion. C'est ça, en fait, se lancer en affaires. Fait que, tu sais, juste dessiner tous les jours puis rêver de vêtements, là, j'aurais jamais pu être heureuse en ayant mon entreprise. C'est pour ça que, qu'est-ce qui a fait un peu la différence, c'est vraiment la connexion de dire, tu sais quoi, de la gestion, gérer des employés, des humains, expliquer un peu la vision, puis ça, le côté plus leadership, c'est ça qui a comme fait un petit déclic pour moi. Mais ça n'a jamais été mon rêve, au contraire, j'étais très, très turn-off sur... Wow, je trouve ça tellement intéressant à quel point non seulement on vient de deux univers différents, mais le chemin qu'on a fait les deux pour se rendre où on est aujourd'hui est complètement différent aussi. Moi, je me suis fait mettre à la porte d'un travail que j'adorais en restauration. J'étais beaucoup aimé du staff, de la clientèle, j'étais un bon serveur, mais... un soir, il y a une nouvelle chef cuisinière qui rentre en poste, puis il y a un client au deuxième étage qui me demande des oignons dans son burger. Puis évidemment, je lui dis oui, je vais mettre des oignons, c'est sûr, ça va me faire le plus grand des plaisirs. Fait que je descends en bas, je mets une note dans Maître D, ajouter oignons, whatever. Puis la chef cuisinière vient me voir, elle dit il n'y a personne qui fait de modification sur mon menu, il n'y a pas d'oignons sur le menu, il n'y aura pas d'oignons dans son burger. Je suis comme, voyons, tu me niaises, il y en a dans ton bar à tartare juste là devant moi, là. C'est quoi de le rajouter dans ton... Fait que là, je commence à me chicaner avec, parce que pour moi, le client est super important. Fait que la conversation tourne en couille, le client n'a pas d'oignons, fait que j'y invente qu'on n'a plus d'oignons dans le restaurant. Ça va bien. Finalement, je rentre le mardi suivant pour me faire dire que la chef a fait des menaces au propriétaire comme quoi c'était moi ou elle. Parce que personne ne pouvait venir la défier comme ça pour une histoire d'oignon ou un client qui m'a demandé ça dans son burger. Je me suis fait mettre à la porte et à ce moment-là, je me suis dit jamais d'autre, je vais me donner pour quelqu'un comme je vais me donner pour moi plus tard dans ma vie. Puis c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu mon espèce de flash. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la vie, mais je vais tout donner, je vais avoir du succès, puis ça va passer par moi qui travaille pour moi. Mais ça me parle beaucoup parce que je pense que cette petite flamme-là de se donner, c'est pas tout le monde qui l'a.
Puis peut-être ça peut être un signe en commun des gens qui se lancent en affaires dans leur entreprise, parce que cette flamme-là, je me rappelle, quand j'avais 16 ans, je travaillais pour un magasin, puis moi, j'ai vu mes parents à l'entreprise. C'est que moi, toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, là, j'ai travaillé comme justement, c'était l'entreprise de mes parents, c'était mon entreprise. Moi, là, je me donne. Tu comprenais bien l'entrepreneur. Je comprenais. Ouais. Puis je me rappelle l'expression souvent, c'est comment, c'est pas l'entreprise de ton père, là. Comme, pas en parlant de mes parents, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent pour quelqu'un, puis jamais ils vont se donner parce que c'est pas leur entreprise, c'est ton entreprise. Puis ça se peut qu'un jour tu aies des employés comme ça ou que des collègues, tu sens que c'est comme ça, toi tu te donnes, puis eux à côté, ils comprennent absolument pas pourquoi tu te donnes. Puis cette frustration-là, je la comprends quand même. Puis peut-être que c'est une des choses en commun que les entrepreneurs ont, c'est une passion inexplicable de vouloir en donner plus. Puis cette frustration-là, soit de se faire mettre dehors, ou soit que son employeur tout le temps soit en train de te dire « calme-toi » ou « non », ou non, « nous on fait ça comme ça, puis ça va rester comme ça parce que ça restera comme ça ». Ça, je peux comprendre, ça peut être un motivateur d'aller voir ailleurs. Surtout dans des structures qui sont extrêmement grosses. Ben oui. Par exemple, tu as un manager d'un manager d'un manager, parce que là, il y a une espèce de compétition à c'est qui va graduer en premier. Fait que si tu as un employé qui est trop performant, les managers peuvent même essayer de l'étouffer pour pas qu'il se fasse dépasser. Et Abby, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais je veux vraiment qu'on tombe sur une chose avant. Les médias sociaux. Oui. On avait une conversation l'autre soir, puis je veux qu'on continue, en fait, qu'on recommence, puis on continue là-dessus. T'es pas ultra active. Non. Moi, de mon côté, niveau vie personnelle non plus, ça fait longtemps que je fais plus de story au niveau personnel, tout le temps en relation avec les affaires, que ce soit le podcast ou encore Believe. Parle-moi un peu de ta vision de ça, parce que on parle beaucoup de réseautage en personne. Par contre, le réseautage médias sociaux, c'est peut-être moins ton truc. C'est quoi ta vision de ça? On voit rien de ta vie personnelle, d'ailleurs. C'est un choix. Mais déjà, j'ai une relation comme amour-haine avec les réseaux sociaux. Dépendant de la plateforme, on s'entend que ma relation, mettons, avec Regardez ça sur Instagram, par exemple. LinkedIn ou Instagram, c'est pas la même chose. Mais mettons, si on prend Instagram, il y a quelque chose de très voyeur à exposer des choses que moi, je n'étais pas nécessairement confortable. Mais par contre, tu regardes les chiffres, puis je sais qu'à chaque fois que ma face est là, il y a plus d'interaction. À chaque fois que c'est plus personnel, il y a plus d'interaction. Puis il y avait un peu cet amour-haine parce que moi, ma clientèle, c'est pas là qu'elle est. C'est pas comme ça que je la trouve. Par contre, au niveau des médias, ça m'amène à la clientèle. Puis les médias sont très portés à aller voir les gens qui sont actifs ou qui ont beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Parce que pour eux, abonnés et crédibilité, ça va ensemble. Je suis pas d'accord. Mais j'ai commencé à voir l'impact. Ah non, absolument pas. Là, on va mettre il y avait vraiment un lien direct avec la croissance de mes abonnés et l'intérêt des médias. L'intérêt des médias suscitait des articles. Les articles suscitaient de l'intérêt au niveau de ma clientèle, et ainsi de suite. Fait qu'il y avait comme un amour-haine, il fallait que je montre quelque chose pour augmenter mes abonnés, pour que les médias me prennent au sérieux, pour qu'après qu'ils parlent de... Fait que c'était comme difficile, puis aussi, il y avait cet aspect de montrer quelque chose de très personnel, puis avoir ce sentiment que les gens pensent qu'ils te connaissent, puis qu'ils ont accès à quelque chose de privé. Puis moi, les plus belles choses qui m'arrivent dans ma vie sont pas sur les réseaux sociaux. C'est un choix, puis moi, ça me protège, puis ça me fait du bien de savoir que les gens n'ont pas accès à tout, puis ils ne savent pas où je vis, ou si je suis en couple ou non. Donc, tu sais, pour moi, il y a quelque chose d'excitant là-dedans. Surtout le fait que je n'en avais pas besoin pour faire des ventes. Je sais que surtout les gens qui sont dans le détail, qui vendent des produits, les gens aiment s'attacher aux fondateurs. Puis ça, je comprends, puis c'est vraiment vrai. Il y a vraiment un lien direct avec les ventes. Moi aussi, mais j'essaie de trouver d'autres façons que le monde s'attache à moi, qui me parlaient plus. Donc, moi aussi, j'ai lancé un podcast il y a durant la pandémie, qui a suscité de l'intérêt, qui pour moi était un format qui était confortable pour moi de me livrer sans que ce soit de dire que je suis en train de manger des pâtes à tel restaurant le soir. T'sais. Fait qu'il y a comme en donner un peu, mais pas beaucoup. Puis genre, c'est encore, je dirais, une relation qui est un peu... ça dépend des jours. Mais j'essaie de faire attention parce que pour moi, il y a quelque chose de malsain dans montrer trop de choses privées. Puis je sais que toi aussi, t'en montres très peu. Moi aussi, je suis curieuse. Je t'en renvoie la question. Pourquoi t'en montres pas, toi? Moi, ça a été suite à une conversation avec Mag. Tablon. Ma fiancée, devrais-je dire. Je vais me le faire redire parce que je sais qu'elle va écouter cet épisode-là avec toi. Fiancée. On a eu une conversation sur pourquoi publier une story. Fait que, tu sais, admettons, on va en voyage à LA. Pourquoi? Puis, on est tombé deep dans cette conversation-là, puis je suis jamais capable d'arriver à une réponse réelle. Puis, tu sais, je comprends le concept de faire des stories si, par exemple, tu es célibataire. Ton objectif avec la... Tu sais, je suis tout le temps en train de me demander, ça c'est vraiment
on parlait de réseautage tantôt, je suis tout le temps à demander, tu fais ça pourquoi? Ouais. Fait que c'est quoi l'objectif derrière ça? Puis est-ce que c'est un net positif, c'est un net négatif ou c'est un net neutre? Puis je me dis, si c'est quelque chose qui n'a jamais un résultat net positif, je vois pas pourquoi je le ferais. Je vois pas pourquoi je mettrais de l'énergie ou du temps là-dedans si ça donne absolument rien. Fait que si je vais à LA puis je fais des stories de mon voyage à LA, c'est quoi l'intention derrière ça? Puis aussi, qu'est-ce que ça me rapporte moi personnellement? Fait que tu sais, on en est venu à la conversation de OK, si t'es célibataire, je peux comprendre. Parce que c'est un peu de la recherche d'attention, tu lances des lignes à l'eau. Je sais pas, moi, par exemple, t'es célibataire, tu fais des stories à LA, puis là, ah oui, je m'en vais là-bas bientôt. Puis là, c'est comme, ça ouvre une conversation, tu comprends? Non, je savais pas. Je trouve que dans le monde du célibat, faire des stories, ça a quand même sont positifs parce que ça peut être ça ouvre des conversations facilement. Répondre à des stories. Mais moi, dans ma position, je vois pas vraiment qu'est-ce que ça ajoute. Puis là, j'ai commencé à me poser des sérieuses questions, puis à voir le comportement d'autres personnes autour de moi le faire, puis tout le temps me poser la question, c'est quoi ton intention? Et ensuite, j'ai une conversation avec une partie de mon staff au dîner où on en a parlé, puis encore là, on n'est pas capable d'avoir une réponse. Fait que je me dis, si ça me donne rien faire des stories, pourquoi je les ferais? Puis en même temps, je vais en voyage avec des amis ou avec Mag, whatever. J'aime ça partager où on va, où on trouve des beaux restos, on fait des belles trouvailles, on va à une game de sport, j'aime ça le publier, mais maintenant, je le fais juste avec ma catégorie close friend parce que là, l'essence du partage fait son sens. Parce que je suis pas... C'est vraiment un partage, de partager avec des gens proches une émotion, quelque chose que tu as vécu. T'sais. Exactement. Ouais. Parce que ça, c'est quand je challengeais du monde sur pourquoi tu fais des stories, c'était souvent ça, la réponse que je recevais, dans le sens que, ouais, mais je partage mes trucs parce que ça aide certaines personnes à trouver des activités ou encore... Puis je suis comme, non, c'est vraiment juste... C'est rien d'autre que toi qui veux démontrer que t'es allé là-bas. Ben, tu vois, moi, je partageais avant, parce qu'en fait, je partageais plus avant. J'ai juste tout effacé. Et là, ça va partout puis nulle part en même temps dans ma tête, mais je te dis, je trouve rien. J'ai juste tout effacé parce que je recevais plus de commentaires de « Ah, toi, tu voyages tout le temps. » Puis j'étais comme, tu sais... Les réseaux sociaux, c'est comme un concentré de quelque chose que la personne qui ne te connaît pas analyse puis interprète de façon souvent comme fausse. Donc, j'ai tout enlevé. Puis moi aussi, je me suis posé la question, mais pourquoi je le montrais? Parce que moi, j'aimais les voyages, j'aimais les paysages, puis je voulais le partager. Mais j'avais l'impression que la personne qui l'absorbait, c'est pas comme ça qu'elle le voyait, elle. Elle voyait un rêve, elle voyait quelque chose de « Ah, OK. » Puis ça, je trouvais ça malsain. Puis même pour moi, dans ma consommation de réseaux sociaux, à un moment donné, j'avais fait une pause. Puis je me suis rendu compte que ça me donne rien de regarder la vie des autres. Moi, ça m'a mort. Tout à l'heure, tu parlais de ton temps, l'investi. Le temps que je passe sur Instagram à regarder la vie des autres, savoir que t'as fait ça, moi, ça m'amenait absolument rien. Fait que même moi, j'ai arrêté de regarder les stories des autres, donc juste arrêté de partager la mienne parce que ça me nourrissait pas. Puis avec l'algorithme, aujourd'hui, tu peux dire non-interest et tout. J'ai commencé à rééduquer mon compte pour me montrer des choses. Moi, j'aime l'architecture, j'aime les voitures, pour les voyages, pour plus voir juste... J'ai plus besoin de voir telle chose qui, moi, m'apportait absolument rien ou faisait qu'on se compare. Parce que l'humain, on est comme ça. Fait que je ne partage plus des choses que moi, je veux plus consommer. C'est bon, tabarouette, mais c'est tellement deep comme sujet quand tu te mets réellement à y penser dans l'intention derrière un partage. Puis, tu sais, on peut même aller dans le concept de l'inspiration. L'automobile, par exemple, tu viens de parler de voiture, l'automobile, c'est un très beau domaine pour l'inspiration, puis je triple là-dessus le premier, puis j'ai des autos, puis je flippe, puis j'aime ça, puis je me suis acheté un Porsche récemment, j'ai pas fait de story. J'en ai acheté un il y a 5 ans, puis là, c'était story tout le temps, puis vidéo, tu sais, c'était Qu'est-ce qui a changé? C'était mon premier véhicule de luxe, puis, tu sais, let's go, je partage. 1, j'étais célibataire, mais 2... je faisais tu sais, j'avais pas vraiment d'intention derrière ça, puis plus je vieillis, plus ça change, puis plus je me pose des questions sur l'impact de qu'est-ce qu'on fait. Puis la ligne est très mince. J'ai fait des épisodes là-dessus sur la comparaison avec les médias sociaux où la ligne est très mince entre l'inspiration et la destruction. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, quand je publie quelque chose, c'est quoi l'impact que ça a sur quelqu'un? Est-ce que ça l'inspire réellement ou pas? Puis maintenant, mon véhicule principal, c'est le podcast. Parce que là, je peux aller vraiment en profondeur sur des sujets, donc c'est bien plus facile au monde de s'accrocher à ce que je dis, puis aussi avoir du contexte sur qu'est-ce que je dis puis qu'est-ce que j'explique. Mais je pense qu'il y a un travail, quand tu es sur Instagram, que tu absorbes, de toi te demander, telle story, ça m'a-tu fait du bien ou non? Ouais. OK. L'autre, ah oui, elle pour vrai, je la regarde, puis oui, j'ai ri, OK. Ah, tu vois, j'ai écouté ton petit reel, ton podcast, ah, ça m'a fait du bien, j'ai senti quelque chose. Toi, quand tu regardes le contenu, comment tu te sens? Moi, il y a des entrepreneurs qui m'inspirent vraiment. Je regarde, j'écoute, je suis comme « Ah ouais! » Il y en a d'autres qui a quelque chose que... En vrai, je le sens que c'est comme « Ah, c'est ça! » Pour vrai, il y a quelque chose d'un peu plus négatif. On dirait que genre...
aime quelque chose de trop beau, puis que moi, ça me parle moins, ça me rejoint moins. Fait que, tu sais, c'est apprendre à se connaître, puis apprendre à faire attention. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile dans notre travail, c'est parce qu'il y a une portion de moi qui sait que je dois continuer à regarder, parce que je dois rester un peu connectée à la société, à ce qui se passe à l'extérieur. Ça fait un peu partie de la recherche et du développement, de regarder au niveau marketing, au niveau de la consommation, qu'est-ce qui se passe. Fait que moi, si j'avais le choix, je ne serais pas sur les réseaux sociaux, mais du tout. Jamais. J'aurais tout effacé. Mais il y a une partie de moi qui sait que je dois consommer parce que ça fait partie de notre société. Puis il faut que je reste connectée un peu à ce qui se passe dehors. Je pense qu'en résumé notre conversation, si tu consommes quelque chose sur les médias sociaux puis ça crée une émotion négative en toi, tu devrais arrêter de suivre cette personne-là, du moins. 100%. Au moins faire un mute sur cette personne-là. 100%. Automatique. Comme tu scrolls, tu vois quelque chose qui te fait pas de bien. bien. En fait, on fait un équilibre. Bang. Ça fait pas du bien, t'enlèves, tu vas t'abonner sur quelque chose qui te fait du bien. Exact. 100%. C'est hyper important. Je te jure, tu fais ça, puis dans quelques semaines, tu vas sentir la différence. Puis aussi, posez-vous des questions sur pourquoi je publie, qu'est-ce que je publie. Je trouve ça tellement important. Tu as parlé de ta voiture. Moi, je trouve que j'ai un sentiment, je sais pas si c'est l'âge, là, mais ne pas publier des affaires excitantes qui m'arrivent ou des belles nouvelles ou des belles relations, des beaux succès, on dirait que ça me fait sentir que, oh mon Dieu, tu sais, il n'y a rien qui est diffusé, puis moi, ça me fait du bien à moi-même, mais j'ai même pas besoin de le partager, puis être heureuse, tu sais, j'ai pas besoin de le partager. 100%. Puis en même temps, je regarde la version de moi-même je sais pas moi, à 24 ans, puis je me dis, imagine si à cet âge-là, je vivais qu'est-ce que je vis là. Dans le mindset où j'étais à cette époque-là, je passerais mon temps à faire des stories, puis ci, puis ça. Puis c'était quoi l'intention derrière ça? C'était-tu de compenser un manque de matériel quand j'étais plus jeune, puis là, de montrer que je suis rendu là, tu sais, dans le sens que... Ben ça aussi, puis c'est correct, c'est une évolution, tu sais. Je souhaite juste que... Moi, mon message, c'est que si tu montres t'es heureux sur les réseaux sociaux, je souhaite juste que, sincèrement, dans la vie, t'es heureux. Puis si tu montres ce que t'as côté matériel, je te souhaite que c'est pas 100% ce que tu montres, puis qu'il t'en reste à l'intérieur, chez toi, tu sais, pour ta vie privée. Si tu montres tout... on est peut-être tous différents, mais moi, il y a quelque chose de vraiment valorisant de savoir que, oui, je suis heureuse, pas juste sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Puis ce que on montre, de ce que je fais, mes grands succès, ils sont même pas là. C'est juste moi-même, chez moi, qui m'applaudit toute seule. Puis c'est bien correct comme ça. On vieillit, on grandit, tabarouette. C'est bon, dans le bon sens. Ouais, je trouve ça bon de juste muter qu'est-ce qui ne fait pas du bien. Puis tu sais, moi, je l'ai tellement vu, du monde qui ont l'air riche sur les médias sociaux puis qui ne le sont pas pantoute dans la vie. Il y a bien du monde qui roule en limbo puis que le paiement, ça passe super tête à la fin du mois. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention de ce qu'on consomme et de qui on s'inspire. Donc, un autre conseil que je pourrais donner, je pense, à quiconque se sert des médias sociaux pour s'inspirer, c'est assurez-vous d'avoir du contexte sur la personne. Fait que si la personne, vous la connaissez de près ou de loin, ou encore si elle a un podcast ou elle va dans des sujets super deep, là, je pense que ça peut faire du sens de s'inspirer d'une belle voiture, un beau voyage, quelque chose comme ça. Mais de s'inspirer de quelqu'un qu'on ne connaît pas, quand tout ce qu'on voit, c'est la page couverture de quelqu'un en tout temps sur les médias sociaux, ça fait aucun sens. C'est juste destructeur. Abby, il nous reste quelques minutes. Je veux qu'on finisse sur deux choses. As-tu une routine matinale? Ah là là. Oui. C'est bon, là, ça a l'air complexe, la routine. La réponse est oui. Est-ce que je la suis? Non. Mais les journées que je la suis, c'est vrai, ça part vraiment bien. C'est juste que je suis pas constante. Moi, ma mission dans les prochaines années, c'est travailler sur ma discipline. Okay. Donc, je dirais que j'ai pas une routine... Faiblesse d'habit, la discipline. Parle-nous-en. C'est quoi la différence le matin entre une journée où tu as une routine à succès et pas, dans le sens que là, techniquement, il n'y a pas de routine si c'est pas... Ben, tu sais, ma routine, je l'ai. Il y a des journées que je suis comme, OK, là, OK, go. On se lève tôt. Moi, je sais que, genre, quand je me lève entre 5h30 6h, puis avant que le soleil se couche, c'est vraiment là où je me sens bien. J'écoute Radio-Canada en lisant la presse. Je fais les deux en même temps. Ça me fait du bien. Après, je déjeune, prends ma douche. Après, on fait les emails directs. Puis le fait d'avoir fait tout ça avant que le soleil se lève, il y a vraiment un sentiment de satisfaction personnelle. Puis que là, quand le soleil se lève, j'ai des rencontres et tout. Puis ma journée, je peux me permettre de finir plus tôt. Puis je sens que ça a été super efficace. De temps en temps, j'arrive à le faire. Des fois, le réveil est plus difficile que d'autres. Mais je sais que cette formule-là, elle me fait du bien. Parce que je suis pas... Moi, si tu me bookes un meeting à 7h du soir, je ne suis plus là. Ah ouais? Mon cerveau, là, si je vais faire des conseils d'administration et tout, c'est très difficile. Puis j'ai appris justement à me connaître. À l'école, j'ai appris avec le temps. Moi, c'était difficile au secondaire. Mais après, en apprenant à me connaître, je me suis rendu compte que moi, pour avoir mon attention, il faut que je sois devant la première rangée. Devant le prof, il faut que le prof regarde dans mes yeux, là.
ah, là, je comprends. Puis là, je l'écoute. Puis là, je suis concentrée. Fait que, tu sais, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à apprendre. Je sais que le soir, je suis pas là. Je sais que le matin, je suis très, très, très là. Puis ça m'aide justement à refaire, à reprogrammer mon agenda. À quel moment je prends des rendez-vous. Je prends plus de rendez-vous le lundi. Je prends plus les rendez-vous vendredi soir parce que je sais que je suis plus là. Fait que, tu sais, j'ai pas une routine matinale, mais j'ai une routine de vie maintenant qui fait qu'il y a des choses que j'accepte plus parce que je sais que ça fonctionne pas avec. Mais c'est important. Puis ça, c'est l'essai-erreur. Je veux dire, tu sais, on peut... J'expliquais ça à mon graphiste récemment. Là, il essaie justement toutes sortes de techniques, puis s'adapter, puis on regarde ça ensemble, puis on change ses journées, puis ses timings de gym, puis quand il travaille ou pas. Puis surtout les personnes qui sont créatives, c'est encore plus difficile d'identifier ces fenêtres-là. Mais comme tu dis, il n'y a pas de bonne réponse. Il faut se connaître, il faut essayer des affaires. Tu sais, moi aussi, mon horaire est tellement trucs difficile que c'est difficile de répéter la même journée. Ouais. Mais je pense qu'il y a des grandes règles dans ma semaine que ça, je suis plus facile à... J'ai plus de discipline à les respecter. Fais-tu des siestes? Non. Non. Je devrais. Je sais pas de Tu sieste, 20 minutes, non. tu 25 minutes. Moi, si je ferme mes yeux, je me réveille plus. Là. Non, je te dis, c'est vraiment un 25 minutes, Non, mais il faut que tu aies la discipline de te réveiller. J'ai pas Moi, les power naps, ça ne fonctionne pas, je te jure. C'est mon secret. Je préfère, quand je suis plus là, arrêter puis je reprends demain que faire un power nap. Je te jure, je vais me réveiller, je vais être un zombie puis toutes les prochaines heures, ça va être perdu. Là, c'est mon secret, moi. Ah ouais? Ah, j'adore Combien ça. de temps? 25. Tu te lèves, ouais, ça recommence. T'as pas le choix. Si tu te lèves pas, t'es cuit. Tu l'as fait où? Oh, n'importe où. Le divan au bureau. Genre dans ton auto, genre tu t'arrêtes puis tu fais une power nap? Quand je travaillais en restauration, je le faisais. Mais sinon, sur le divan au bureau, chez nous, peu importe. Là. Mais j'essaierai peut-être. Mais c'est sûr que moi, tu sais, je bois pas de café. Quand il n'y a plus d'énergie, il n'y en a plus d'énergie. Ouais. Là. Fait que, tu sais, bon. Dernière question, Abby. Il faut qu'on finisse là-dessus. Je suis déjà trop late, en fait. C'est quoi quand on dit le mot succès, là, c'est quoi ta définition de ça? C'est quoi pour toi, le succès? Pas juste financier, mais overall. J'aime pas ce mot-là, déjà, parce que souvent, il est associé à... Le monde va dire, t'as du succès. Puis là, moi, je me demande, ouais, pourquoi tu penses ça? Mais toi, quand tu te couches le soir et tu te dis, j'ai du succès, ça veut dire quoi? Moi, le succès... Déjà, j'aime pas le mot, on va dire, mettons, la réussite, mon bien-être est lié à trouver l'équilibre, être heureuse dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, savoir que hors de mon travail, je suis tout aussi heureuse et comblée. Savoir que la vie sur les réseaux sociaux, pour moi, elle n'est pas importante parce que je suis plus heureuse dans la vie privée, puis il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans ma vie privée, puis j'ai pas nécessairement besoin de le partager, puis ça me rend encore plus heureuse de ne pas le partager. Donc, mon succès à moi, il est privé. Puis c'est cette humilité-là que je travaille parce que les gens souvent attribuent succès à de l'argent ou à de la visibilité. Puis des fois, les gens justement vont penser que tu sais, vont penser que j'en ai. Puis moi, ça me fait un peu rire parce que c'est pas sur ces éléments-là que moi, je considère qu'il y a du succès. Savoir d'où tu viens, où tu es rendu aujourd'hui. Il n'y a personne qui sait d'où tu viens puis comment tu as fait pour te rendre, le hustle que tu as dû mettre en place pour te rendre où ce que tu es aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est le succès. Puis il y a juste toi qui le connais au fond de toi. Fait qu'il y a un succès pour moi qui est très privé. C'est juste le constat de se rendre compte où on est aujourd'hui, qu'on est bien, qu'on dort bien, puis qu'on est heureux. Ça, pour moi, c'est le succès. Abby Gerba, merci 1000 fois de t'être prêtée à l'invitation. Ça a été fort, fort, fort agréable. Et pour ceux qui ne connaissent pas Abby, je pense qu'une simple recherche Google, vous en avez pour quelques heures à passer à travers tous les articles, les émissions, les ci, les ça. Sinon, Abby, je m'en ai dit, on te suit où sur les médias sociaux? Nulle part. Non! Je suis quand même sur Instagram et LinkedIn, Abby Gerba. Merci 1000 fois à ceux qui encouragent le podcast. N'oubliez pas, 5 étoiles, un commentaire écrit, un partage sur Instagram. Le podcast est gratuit, il va continuer de l'être. S'il vous plaît, c'est notre pourboire. Donc, à la prochaine. Merci, Abby. Merci à toi. Ça a été magnifique.